La ville est tellement vaste, et puis vous avez votre point de vue sur la ville, hein, il est aussi intéressant que le nôtre. On va essayer d'en parler sous tous les angles. Éventuellement, s'il y a parmi vous des gens qui avaient quelque chose à dire d'absolument vital, la ville, on a comme bon exemple Métropolis, revisité par Rintaro. Mais on peut dire que la ville, telle qu'on la connaît nous, c'est pas Rome, c'est pas les villes fortifiées du Moyen Âge ou de la Renaissance. C'est la ville telle qu'on la vit aujourd'hui qui naît avec la société industrielle. C'est-à-dire qu'autour de 1880 jusqu'en 1925, la plus grande ville du monde, c'est Londres. C'est Londres parce que c'est à la fois le centre d'un empire, c'est la ville qui a plus de 20 millions d'habitants, ce qui nous apparaît aujourd'hui comme totalement énorme. C'est la ville où arrive à la fois le train, où arrivent bientôt les voitures. C'est la ville où on vit aujourd'hui. Alors bon, depuis, il y a eu de grands changements, puisque les plus grandes villes du monde sont souvent africaines. Il y en a qui ont 50 millions d'habitants, il y en a qui ont plus. Et quand je pense à Tokyo, je me dis que quand on est en plein milieu de Tokyo, on voit des lumières à l'infini. Et on se dit, elle s'arrête où, la ville? Parce que la ville et ce qu'on appelle les banlieues, c'est la même chose. C'est à nouveau quartier haut, quartier bas, quoi. La ville, elle s'étire, elle s'étend, elle va en hauteur, des fois elle s'étend en largeur. On peut y être par tribu, on peut y être seul, parce que la ville peut être un lieu de haute solitude, où on ne rencontre jamais personne. Elle peut être magnifique, elle peut être horrible. Et moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la ville, sinon que quand on est amené, comme nous tous, ici présents, dans la ville, c'est un peu par obligation aussi, parce que c'est dans les villes qu'il y a les gens qui décident de ce qui peut se faire en cinéma, en animation, en bande dessinée, en tout ce que vous voulez. C'est très dur, même si de plus en plus il y a des régions qui font des choses différentes de ce qu'on appelle les capitales. Mais dans ces régions aussi, il y a des grandes villes. Donc, décidément, on est une civilisation de villes et des champs. Les champs étant devenus quelque chose d'un peu utopique et puis en même temps quelque chose d'un peu délaissé. Alors, et puis je vous citerai pour finir L'homme des foules d'Edgar Poe. On va l'appeler Edogawa Rampo. Hein. Edgar Poe qui, dans L'homme des foules, dit que la ville, c'est l'endroit idéal pour ne rencontrer jamais personne. Moi, je préfère la ville des tribus. Et puis, nous, on est peut-être les plus mal placés de tous. Parce que on a fait un pas sur le côté pour raconter une ville différente, un monde différent, qui est celui qu'on voit. Alors, des fois, on dit qu'on est les fous. Je suis pas persuadé. Je pense qu'on est peut-être moins nombreux, mais que c'est peut-être vous, les fous. Ceux qui nous prenaient pour des fous, parce qu'on a un regard enfantin, qui fait qu'on continue de s'émerveiller sur le fait que depuis les cavernes, on était 10, 20, 40, 50, 100, en passant par Babylone, en passant par Assur, en passant par tout ce que vous voulez. La ville a toujours été quelque chose qui a signifié la puissance, la force, et puis l'écroulement. Des éternels retours, et j'en souhaite un actuellement, il y en a eu des milliers. C'est-à-dire qu'on a cru qu'une civilisation comme la civilisation byzantine était la dernière. Et puis il y en a eu d'autres après. On a cru que Rome serait la dernière civilisation, et puis il y en a eu d'autres après. Actuellement, ça continue. Alors, on va parler de la ville. Et puis, je ne sais pas qui a envie de commencer à parler de sa vision de la ville. J'aurais tendance là à commencer par quelqu'un
qui s'est éloigné des grandes villes progressivement, qui est Marc Caro. Parce que Caro, bon, il a été parigot tête de veau pendant quelques temps. Et puis après, il est allé ici, à Nantes, donc dans une ville, ce qu'on appelle de taille humaine, ce qui veut bien dire quelque chose quand même, hein. Et puis après, maintenant il est dans le sud, là-bas, pas retiré des affaires, pas dans sa chaise longue, il travaille. Alors, oui, on va demander la vision de la ville et ce que ça lui évoque éventuellement pour l'avenir immédiat, pour l'avenir futur, ou pour dans 150 milliards d'années, ce qu'évoque la ville à Marc Caro. Alors, pour moi, la ville, c'est quand même un espace abstrait. C'est comme je me suis toujours intéressé un petit peu aux contes, à la mythologie, tout ça. Pour moi, la ville, c'est comme la forêt des contes, c'est comme le labyrinthe, c'est vraiment une figure complètement un peu abstraite, un peu mythologique. Et qui soit comme dans le film de Rintaro Metropolis, est quelque chose comme une tour de Babel qui monte et qui essaye d'atteindre le ciel, ou comme dans la Cité des Enfants Perdus, où c'est plutôt un port qui est plutôt quelque chose d'aquatique et qui va vraiment dans les soubassements d'un Londres, comme tu disais que c'était la première capitale mondiale. C'est vrai que c'est une figure avec les briques, avec le smog et tout ça. C'est vraiment un espace de pur imaginaire, quoi. Et donc, les villes, même quand on va dans des villes comme Tokyo, où c'est quand même incroyable comme architecture et tout ça, mais tout de suite, on sent que Ridley Scott a été là pour faire son Blade Runner, et c'est vrai qu'il s'est emparé de cette vision lumineuse, cette vision de pluie, de brume, pour créer son univers en rajoutant des voitures volantes, etc., quoi. Oui, et avant de demander l'avis de Rintaro, je pense à Tokyo, justement. Je pense au coin des ministères, au coin où il y a, en haut de la tour du gaz, le parc Hayat, en haut de la tour du gaz, et autour les immeubles du gouvernement, tout noirs, comme ça, etc. Et puis, quand on va tout en haut, à la hauteur de la piscine, sur le toit, on voit que tout est noir, comme ça, bien réglé et tout. Et tout au fond, il y a un grouillement rougeâtre tout petit, et c'est Nishishinjuku. Et on se dit, ah oui, dans la ville, je suis dans l'endroit où tout est raisonnable, réglé et tout. Et là-bas, il y a une autre ville. Une ville on dit de dépravation, je dis pas de dépravation, de fantasme, de différence, de vie aux marges. Oui, la ville, c'est vraiment la juxtaposition de tout ce qui est possible. Et ça commence vraiment dans l'Angleterre du 19e siècle. Parce qu'à l'époque, on dit Londres est la plus belle ville du monde. Et puis le jour où l'homme qui a inventé la culture des médias, qui s'appelait Jacques Léventreur, commence à communiquer avec la presse, on découvre qu'il y a un quartier, Whitechapel, où il tue des femmes de mauvaise vie. Et à ce moment-là, tout le monde dit, mais c'est où Whitechapel? Alors, les dames ne savent vraiment pas où c'est. Leur mari, généralement, sait. Alors, il s'étonne, il dit, ah oui, j'ai entendu parler de mon œil, oui, c'est la moitié de Londres. Donc, c'est le grouillement des villes. Alors, là, ici, maintenant, on va passer au maître. Parce que lui, il a, entre autres, avec Métropolis, parlé de la ville, montrer la ville. Ce n'est pas un cinéaste d'animation. Il faut faire très attention. C'est un metteur en scène qui a choisi l'animation, qui connaît le cinéma en général, qui connaît la culture en général, qui connaît la culture mondiale en général. Donc il a choisi l'animation, peut-être parce que comme ça, il avait le plus grand contrôle possible de ce qu'il montrait visuellement.
Je me souviens que quand Kurosawa, très âgé, a vu les premiers films de Miyazaki, il a dit « c'est peut-être ça que j'aurais dû faire parce que moi au cinéma, les acteurs m'obéissent pas toujours, on a les problèmes des conditions climatiques et Miyazaki, il contrôle les conditions climatiques. Alors maintenant, on va donner la parole à l'homme de la métropole Is. Tiens, la ville d'Is, la ville engloutie. On va donner la parole à Rintaro. Enfin, j'ai le droit de parler. C'était un peu long, hein? 今ピエールさんが言った通り、僕は東京生まれで、東京はほとんど子供の時は空襲で焼け野原になった。Alors, Jean-Pierre a parlé de la ville de Tokyo, mais en fait, je suis né à Tokyo et quand j'étais petit, donc j'étais déjà né, quand j'étais petit, en fait, c'est vrai, je suis toujours enfant, mais quand j'étais petit, Tokyo était dévasté parce qu'il a été bombardé. Bon, je continue à parler de mon enfance, même si je suis toujours enfant. 新宿、僕は一番近い町が新宿、その新宿の焼け跡みたいなところで遊んでたんですよ。Et donc, j'habitais, quand j'étais petit, j'habitais à côté du quartier de Shinjuku et donc dévasté. Et je jouais beaucoup dans ces terrains vagues de quartier de Shinjuku. それはさっきピエールさんが言ったように、新宿の大通り、目抜き通りはビルがどんどん建っていった。Et comme donc Jean-Pierre, comme tu as décrit un peu la ville de Tokyo, c'est vrai qu'il y a un quartier donc très lumineux avec plein de lumière de néon. Et c'est vrai que c'était le cas sur l'avenue de Shinjuku, même à l'époque de mon enfance. で、その大通りを歩く人たちは、大人の人は本当にちゃんとしたものを背広を着て、女性はファッションを着た人たちがこう目抜き通りを歩いてたんです。Et donc la guerre était déjà terminée et sur l'avenue il y avait des gens qui marchaient donc habillés très chic et donc des hommes avec des cravates et des costumes. Donc sur l'avenue c'était vraiment un monde des gens très chic. で、そのメイン通りの横丁に入った一歩裏は闇の世界です。Mais quand on prenait des petites ruelles pour aller un peu derrière l'avenue de Shinjuku, il y avait, mais c'était un tout autre paysage. あそこにうごめく人たちっていうのはほとんど戦後どうやって生きていくか分かんないけどとにかくうろちょろしている人でもう固まってました。Ces quartiers, donc derrière l'avenue de Shinjuku, étaient habités par des gens qui ne savaient pas comment survivre après la guerre. それから米軍の進駐軍の兵士がまだ日本の娼婦を連れて歩いているのがその闇の世界でした。Et dans ces quartiers, on voyait encore des soldats américains qui se promenaient avec des prostituées japonaises. でも僕はそのマルクさんと同じでその闇の世界の中のダークなファンタジーの中にこそ人間がうごめいているなんかパワーを感じたんです。Et je pense que c'est la même chose pour Marc, mais moi j'étais très attirée par cette ambiance assez noire et je voyais même un univers assez fantastique dans ces quartiers noirs. なぜか僕はその頃12歳ぐらいですけど、とにかくその闇の中にいることがすごくホッとしてるの。Et je ne sais pas pourquoi, mais à l'âge de 12 ans, donc en fréquentant ces quartiers, je me sentais bien. J'étais même en sécurité dans ces quartiers considérés dangereux. そこには本当にヤクザもいたり、わけのわかんない不老者が非常にエロチックな写真を路上で売ってたり。なんかそういうところにものすごく興味があったんですよ。Il y avait évidemment des yakuza, il y avait des SDF, il y avait des gens qui vendaient des photos pornographiques, mais vraiment j'étais vraiment attirée par cette ambiance. その光と闇を同時に持ったのが新宿で、
それがどんどんその摩天楼を作り上げていくんですね。Et donc pour moi, le quartier de Shinjuku, c'est un quartier qui a double face, donc l'ombre et la lumière. Et dans ce quartier, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de gratte-ciel. でやがて皆さんご存知のもう本当に高層ビルが山のようにこう建つんです、ニョキニョキと。Et donc Shinjuku est devenu le quartier qu'on connaît aujourd'hui, donc avec toute cette série de gratte-ciel. で実はその昼間はそれは非常に艶やかに見えるんですけど、僕は夜が好きだったのは、夜そこを一人で歩くともうほとんど墓場です。ビルそのものが墓標にしか見えない。Alors le paysage change entre le jour et la nuit, mais j'aime beaucoup le paysage nocturne de ce quartier. En fait, les gratte-ciel, pour moi, ça me paraît comme des pieds de tombe. で僕はそういう中で非常に現実より非現実の世界にこう見せられて、映画の中に取り込もうと思ったんですね、メトロポリスは。Et donc je voyais un monde plutôt de fiction dans ce paysage réel, et c'est ça ce que je voulais enfin je voulais mettre dans mon film Metropolis. 話が長すぎる？ Et je suis peut-être trop long. Jamais. Moi, je dors, donc s'il pouvait parler un tout petit peu moins fort, c'est cool. はい。このぐらいの声でいい？ Ça va comme ça? Tu peux t'endormir? いやいや、そういう時にずっと僕は子供の時代から生きてきて、いざメトロポリスを作る時には時代が非常に機械化してきて、あらゆるそのデジタルが世の中に出てきて、非常に人間にとっては便利なものがどんどん出てきた。でもその中でメトロポリスをどう作ろうかっていうのが僕と脚本家の大友克洋のテーマでした。Alors, je vais maintenant parler du film Metropolis. En fait, à l'époque de Metropolis, tout devenait mais très, très numérique. Donc, il y a eu de plus en plus d'images de synthèse. Et donc, à cette époque, on s'est vraiment demandé comment on allait réaliser ce film. Donc, j'ai beaucoup discuté avec mon scénariste Katsuhiro Otomo. で、2人で考えたのは、地上の世界を全部デジタル 3D でビルを作るんですね。Et nous avons décidé que le décor sur Terre, donc pas souterrain, mais sur Terre, nous avons décidé de le créer avec des images de synthèse de 3D. それの映画の象徴的な建物、これがまあテーマなんですけど、この象徴的な建物を大友君はメソポタミアの時代から取ったジグラット。Et donc dans ce décor, il y a un immeuble, donc un gratte-ciel, et Otomo a eu l'idée de nommer ce bâtiment Ziggurat, qui est un terme qui vient de la civilisation de Mésopotamie. そういうジグラットを作って全部地上は機械化した時代です。Et donc dans cet immeuble de Ziggurat, le monde est mécanisé. でこのイメージはアメリカの1940年代ぐらいなんですけど、時代をマシンエイジと呼ばれた時代ですよね。Alors aux États-Unis, on appelle les périodes juste avant les années 40, donc 20, 30, 40, l'ère de la machine. つまり建物がどんどんニューヨークのような摩天楼がどんどんできる。それからジュラルミンという飛行機が飛ぶ。それから日常生活の中ではモダンなアールデコスタイルのトースターがあったり電気洗濯機があったり自動車があったりっていう非常に機械がどんどん文明を作っていく。これをなぞらえて僕のメトロポリスの話にはめ込んでいったんです。
Et donc dans ces années-là, aux États-Unis, donc autour de la ville de New York, il y a eu beaucoup de progrès techniques et donc en parallèle, par exemple, les avions étaient faits avec du radium. Il y a eu beaucoup d'électroménagers qui ont été inventés avec le design d'Art déco et donc le monde a connu un très grand progrès technique. Et c'est ça ce que je voulais aussi mettre dans Metropolis. さっき新宿の最初の話しましたけど、メイン道路があって綺麗な建物があってネオンサインがあって着るものはちゃんとしたものを着ている人たちがいますけど、そういう人たちがこのジグラットの地上の世界に住むことになるんです。Et donc tout à l'heure j'ai parlé donc de l'avenue de Shinjuku avec des gens très chics qui marchaient. Pour moi donc c'est ça ce que je représente avec le monde de Ziggurat, donc dans Metropolis, mais le monde sur terre. で一歩横丁へ入ったさっきの闇の世界に住んでうごめいている大勢の人たちの生きる場所はメトロポリスの地上の地下にゾーン1、2、3という地下世界で住むんです。Et dans Metropolis, on voit 3 niveaux souterrains, donc zone 1, 2, 3. Et c'est dans ces zones-là donc où il y a des marginaux qui vivent. C'est là où j'ai montré des gens que j'ai vus dans le quartier de Shinjuku d'après-guerre. Et donc des gens qui vivaient dans ces petits quartiers pauvres derrière l'avenue de Shinjuku. でこの地下世界に住む人たちが本当に闇の世界と同じで地下にこううごめいていくわけですね。それなりに生きていく。でここを僕たちの表現では 2D といって普通のアニメーションの表現の仕方。地上は 3D という 2D と 3D を合体させたというのが大きな狙いです。Et donc, dans ces 3 zones souterraines, j'ai montré ces gens que j'ai connus, donc, qui essayaient de survivre. Et donc, ce monde souterrain, j'ai décidé de le montrer avec le procédé de l'animation traditionnelle de 2D. Et donc, mon idée dans la réalisation de Metropolis, mon intention, c'était de montrer 2 mondes avec 2D et 3D, c'est-à-dire 2D pour le monde souterrain, donc dessin à la main, et 3D avec les décors d'images de synthèse pour le monde sur Terre. Pierre さんの質問に対してはそんなようなことを答えたいと思います。Et voilà, comme Jean-Pierre, tu voulais que je parle un peu de ma vision de la ville, voilà ce que j'ai comme idée. J'ai terminé, j'espère que j'ai pas été très long. Est-ce que tu dormais, Marc? Non, là je me suis réveillé parce que c'était passionnant ce que tu disais. Mensonge. Non, mais ce que je trouve génial, c'est que ces 2 visions assez différentes de la ville, de la métropolis comme ça, et toi, tu as tout reconstruit, ta ville, ton architecture à travers l'outil informatique, à travers la modélisation 3D. À certains moments aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais à certains moments, il y a vraiment presque une abstraction tu vois, visuelle, très géométrique et tout ça. Et moi, pour la Cité des Enfants Perdus, j'ai tout reconstruit en vrai. C'est, je crois, un des derniers films français qui est complètement fait en studio, où on a tout reconstruit notre ville dans un grand hangar de 4000 m². Et c'est tout du vrai. Enfin, c'est pas du vrai parce que c'est des panneaux de bois peints, matiérés, etc. Mais voilà, il y a un côté un petit peu old school, quoi. Tu vois, et c'est marrant qu'on arrive à créer cette vision un peu d'un fantasme de cité comme ça, par différents outils. そういうこと。ロストチルデンは全ての美術がやっぱり一言で言うと人間臭いってことです。Alors, quand j'ai vu le décor de la Cité des Enfants Perdus, j'ai senti quelque chose de très humain. Oui, tout à fait. で、地上の世界は人間臭さをどんどん排除していく世界。だから僕はロストチルデンが好きなのは地下世界の僕らがやってる地下世界に近いものがあって非常にマルクにこう近いものを感じた。
Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour montrer le monde sur Terre de Métropolis, j'ai essayé d'enlever le plus possible le côté humain. Et j'ai mis, donc j'ai laissé le côté humain dans le monde souterrain. Donc c'est là où je trouve le point commun entre donc ce monde souterrain et l'univers de la Cité des enfants perdus que j'adore. だからできればね知ってればメトロポリスの地下世界はマルクに頼みたかった。Si on se connaissait à l'époque, j'aurais voulu te confier le travail donc de décor de monde souterrain de Métropolis. Non mais tu sais, je suis très cher. 大丈夫、払いますよ。Je suis Mais prête à payer. pour toi, je ferai un prix. ありがとう。 Merci beaucoup, Marc. ちゃんとそれ一筆取っといて書いといてくれる？ Bon, maintenant, je veux que tu écrives ça officiellement. 今後のためにね。 Comme もちろん。 Bien sûr, oui, oui. Il faut que tu coupes ton doigt et tu mets du sang comme signature. そうそうそう。 Ok. Oui, là on parle de villes particulières, mais en fait, les villes particulières, c'est toutes les villes du monde. Si vous allez à Rio, par exemple, vous voyez... moi, je me souviens d'être descendu du Corcovado sur un deltaplane et tout, et puis on descendait, on passait au-dessus des plages et tout, puis tout d'un coup, on arrivait au-dessus des favelas. Les gens vous jetaient un peu des pierres, et puis on atterrissait dans la mer. Et puis, quand on allait sur la plage, on voyait des gens qui avaient de l'argent plutôt, mais aussi des jeunes gens assez beaux qui venaient de ces favelas et qui se mêlaient un peu le temps de la journée. Le soir, ça se séparait, mais parfois ça se rejoignait. Et c'était l'époque où vous aviez la grotte d'Ipanema, où on pouvait écouter la grande époque de Astro, de Gilles Barthaud, de Stan Getz, de tout ça. Et moi, j'y suis allé pour essayer de vendre la revue Métal Hurlant aux Brésiliens. Drôle d'idée. Ou plutôt, non, ils m'ont dit c'est super, on trouve ça très très bien, mais nous, on s'appelle le groupe Globo et on fait que des telenovelas et des journaux People. Donc, si vous voulez vous balader avec nous, d'accord, mais enfin bon, on fera pas la revue. Et je me souviens que hors des villes, il y avait à côté, avec des autoroutes qui relisaient absolument directement, avec des gardes armés tout au long, des miradors et tout, ça relisait à des grandes propriétés qui appartenaient à ces grandes familles. Et dans ces grandes propriétés, ils invitaient tous les gens riches. Alors, il y avait des mitrailleuses vraiment à tous les coins. Et puis, ils invitaient les plus beaux garçons des favelas. Je ne veux pas savoir ce qui se passait la nuit entre les plus beaux garçons des favelas et les gens riches. Mais ils se mélangeaient ce soir-là et le lendemain, ils ne se parlaient plus. Il y a toujours eu ça dans les villes, ces espèces de mélanges soudains. Et puis après, on se redisperse. Mais quand j'entendais tout ça et quand M. Rintaro parlait de sa jeunesse, moi je me souviens, et des fois quand j'en parle aux générations suivantes, ils ne me croient pas, qu'en France, dans les années 60, 70, 80, quand on montait à Paris et qu'on n'était pas parisien, tout le monde s'habillait, se mettait sur son 31, mettait des cravates, des costumes, y compris les enfants d'ailleurs, hein. On leur mettait des costumes, et on allait au restaurant, et on allait au cinéma. Et c'était la grande sortie. Et alors après, ça a un peu disparu, mais c'était un moment où aller en ville, c'était la fête. Alors moi, sur les villes, je suis assez peu compétent parce que j'ai été très très content d'éditer le The Long Tomorrow de O'Bannon et Moebius, fait dans un trou où ils travaillaient sur Dune, ils n'avaient plus rien à faire, et ils inventent un Néo-Tokyo en partie souterrain qu'on va retrouver partout, y compris dans l'Incal, y compris dans Blade Runner et tout, c'est-à-dire des villes sans fond. Il y avait aussi un écrivain de science-fiction qu'on aimait tous à l'époque, s'appelait Roger Zelazny,
Et Roger Zelazny racontait des mondes autres et des gens et dans ces mondes des villes où ils étaient comme des dieux. Et puis des fois, je me souviens de Toile Immortelle, ils ne pouvaient pas s'empêcher de retourner à la baie de Tokyo, où il y avait à la fois les plus grandes, des détritus sur l'eau, et en même temps des endroits magiques, à la fois des temples et des endroits d'un modernisme hallucinant. Et oui, la ville, quand je dis ça, c'est que le peu de bande dessinée que j'ai faite, moi, ça se passait souvent dans les grands espaces, à la campagne et tout, parce que je rêvais de ce monde que je ne connaissais pas, qui était ce rêve, oui, des Touaregs, de tout ça, des grands espaces. Maintenant, je me dis qu'on est arrivé à un moment très étrange, parce que d'un côté, il y a les villes terrestres, de l'autre côté, on est entré dans le rêve d'installer des stations spatiales qui sont donc des villes, et puis bientôt peut-être de coloniser Mars, où il y a de l'eau derrière Nouvelle. J'espère qu'il y a du pastis aussi. Voilà. Et peut-être, on ne sait pas si ces colonies vont déboucher sur une vraie vie très différente, très dure, mais pourquoi pas, hein. Moi, j'ai des amis, dont autres de Météorland, qui habitent en Islande. Ils se sont habitués aux 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Je pense à Stéphane Ross. J'ai l'impression qu'il est. Je crois que c'est en Finlande. En Finlande, pardon. 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Alors, il dit on est forcé de boire un peu quand même pour tenir, parce que c'est très spécial. Mais je m'aperçois que on a à la fois une nostalgie de la campagne et en même temps un besoin de la ville. C'est très curieux. D'abord parce que forcément on y connaît plus de gens. Aussi pour une raison qui, je crois, est assez positive. C'est que la vie dans les campagnes ou dans les petits villages ou dans la province profonde et tout. Alors il y a des villes... En France, il y en a plein, Nantes en fait partie, qui me semble plus vivante que Paris, qui est devenue une ville un peu étrange. Mais à la campagne, quand on habite dans des petits endroits, on a intérêt à ne pas être mal vu, parce qu'on est jugé. Et une fois pour tout, on est exclu. À Paris, si vous êtes exclu du 17e arrondissement, ben vous avez qu'à aller habiter dans le 9e. Et vous pouvez avoir une nouvelle vie très différente, où on vous accepte, et on pourrait migrer comme ça, sans être un migrant en kilomètres, dans plein de quartiers des villes, profiter de ces villes, vivre dans ces villes, qui en plus ont une personnalité. Moi, j'étais très très marqué, il y a quelque temps, par la ville de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est le Puy-de-Dôme, c'est quand même pas la chaleur absolue. Et j'ai vu que là-bas, peut-être parce qu'il y a des universités, il y avait une vie nocturne invraisemblable. Que quand on doit fermer les bars, c'était à minuit, les mecs prenaient leur dernier pichet de bière et ils buvaient dehors, et que ça parlait jusqu'à 2 h du matin. J'ai vu la même chose en rendant visite à François Bouc à Lille, où les mecs parlaient jusqu'à 2 h du matin. Et parlaient de manière... c'est-à-dire qu'il y avait... J'ai vu ça surtout à Nantes, voilà. Je me souviens d'une année où je suis allé au lieu-dit, et il y avait les gens qui dansaient, il y avait les gens qui parlaient dans des salles séparées, et je suis descendu dans le coin des toilettes, où il y avait forcément des gens qui allaient pour des raisons légitimes, d'autres peut-être pour des raisons légitimes également, mais un peu plus artificielles. Et j'ai vu un punk à crête verte, qui parlait avec un skin de look plutôt classique et avec un new wave proto-Dao et tout ça, et ils se parlaient entre eux. Peut-être qu'ils avaient un point commun, les toilettes, pour diverses raisons. Et là, la ville peut m'émerveiller. Alors, la ville, elle peut vous assourdir. La ville, elle peut vous charmer. On parlait entre nous tout à l'heure de Locus Solus de Raymond Roussel, qui a plus maintenant d'impact à l'étranger qu'en France. Et moi, je me souviens, un jour, je me suis dit, je vais faire Raymond Roussel. Alors, faire Raymond Roussel, pour moi, ça a été simple.
J'ai pris un avion pour aller à New York, je suis allé dans un hôtel, je suis allé dans ma chambre, et jusqu'à mon retour, je ne suis jamais sorti de ma chambre. Ouais, mais tu t'es pas fait une voiture avec une baignoire dedans. Non, mais j'écoutais les bruits de la ville. J'écoutais les gens en bas. Des fois, j'allumais la télé. Je suis même pas descendu au bar. Mais j'ai eu une autre vision de la ville qui était une vision symphonique. Ah bah de toute façon, c'est quelque chose dont je voulais parler parce que c'est présent aussi dans nos films et c'est présent dans la ville. La ville, c'est une bande son. La première fois que tu vas à Tokyo, que tu vas à New York, tu as vraiment une sonorité, une musicalité qui est vraiment typique de la ville, de cette ville et pas et chaque ville a son ambiance sonore quoi. Et quand on reconstruit comme ça une ville un peu fantasmée, j'ai vu que c'est ce que tu avais fait pour certainement renforcer un petit peu le côté rétro de ta vision de Métropolis. Tu vois, t'as ce jazz, ce vieux jazz qui crée vraiment l'ambiance sonore de ton univers, quoi. 思いますね。おっしゃる通り、僕の場合、メトロポリスの場合は音楽、僕にとって音楽ってものすごく重要で、映像とともに音楽で見てる人に訴えかけていくものってあると思って。だから音楽は非常に重要です。Pour moi, en fait, la musique ou l'ambiance sonore sont extrêmement importants. Donc, c'était évidemment le cas dans le film Metropolis aussi. En fait, c'est pas que des images, c'est pas seulement les images qui créent l'ambiance de la ville, mais évidemment toute l'ambiance sonore aussi. ですからメトロポリスという非常に未来系の未来に向かったような話をしてるんだけど、実はドラマそのものは僕の中では1940年代ぐらいのそのアメリカのマシンエイジと呼ばれた時代を想定してますから、音楽はどうするのかって自分でも考えましたね。Et donc Metropolis, il parle évidemment du futur, mais en même temps, j'ai beaucoup pensé à l'époque dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'ère de la machine et notamment la musique qui fait penser à cette époque surtout américaine. だから決して未来系の映画を作るからといってぶっ飛んだものではなくて、そこに底辺にいる人間たちの情念みたいなものを表現できる音楽って考えた時に、当時黒人がアメリカに入ってきて歌い出したのがニューオーリンズジャズなんですね。そのニューオーリンズジャズというのを音楽は歴史をたどっていくとミシシッピ川を上へ上がっていくんです。蒸気船とともに。と同時に音楽も上へ上がっていくんです。そしてたどり着くところがシカゴです。Et donc, même si le film parle du futur, je ne voulais pas utiliser une musique futuriste. Et je voulais, comme c'est un film qui pose la question sur la relation entre l'humanité et la machine, j'ai beaucoup pensé à l'époque de l'invention de beaucoup de machines. Et je voulais exprimer à travers la musique l'état d'âme de l'humanité de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai choisi la musique de jazz de Nouvelle-Orléans jouée par les Noirs, et cette musique est arrivée donc avec l'arrivée des Noirs aux États-Unis, et la musique est montée donc en suivant le Mississippi et ensuite elle est arrivée à New York. で実際に映画の中にはないんですけど、そこの描き方は僕の中では蒸気船でミシシッピをこう上がりながら黒人のジャズが上がっていく、同時に頭にあるのは黒人が綿摘みをしている情景がこうあるわけですよ。そしてシカゴへたどり着くんです。
Je ne montre évidemment pas dans le film avec des images, mais quand j'ai choisi la musique de jazz de Nouvelle-Orléans, j'ai vraiment pensé à l'histoire de ces Noirs qui sont arrivés aux États-Unis et surtout donc qui traversent les États-Unis avec les bateaux à la vapeur et je voyais toujours les images de ces Noirs qui travaillaient dans les champs de coton. そしてシカゴへ入ることによって初めてそこでニューオーレンジジャズというのが白人に認められるんですね。Et à Chicago, leur musique de jazz de Nouvelle-Orléans a été enfin reconnue par les Blancs. そしてシカゴジャズという新しいジャンルが生まれるんです。Et c'est comme ça que le nouveau genre de jazz est né, donc qu'on appelle jazz de Chicago. いずれはまあ僕の映画ではないんですけど、その後はシカゴジャズがニューヨークへ渡ってモダンジャズになる、イーストジャズになる。Et donc, bon, après, je parle pas du tout de ça dans le film Metropolis, mais en fait, cette donc, musique de jazz, après, donc, une fois qu'il est arrivé à Chicago et ensuite à New York, et c'est devenu le jazz moderne. だから決して僕はノスタルジックでそういう映画を音楽を作りたいんじゃなくて、さっきマルクさんが言ったみたいにやっぱり映画の中での人間性とか人間の持ってる光とか闇とかをなんとかそのニューオーレンジジャズで見せたいという希望があって作ったんです。Et si j'ai utilisé la musique un peu rétro dans Metropolis, donc un film qui parle de futur, c'est pas du tout par nostalgie que j'ai choisi cette musique, c'est parce que dans ce film je montre plusieurs facettes de l'humanité, donc le côté l'ombre et le côté la lumière, et donc à travers la musique aussi je voulais montrer le côté lumineux et le côté noir de l'histoire de l'humanité. 答えになってる？ Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. Mais je crois que ce que les villes ont apporté à la musique de manière évidente, ça a été le mélange des musiques. Parce que en gros, il y avait au départ, si je prends l'Amérique, qui est quand même le berceau d'une grande partie de la musique qu'on écoute aujourd'hui, d'abord naissent très tôt ce qu'on appelle les standards. Hein. En 1920, en Microsillon, il y a un type qui sort une chanson qui s'appelle New York, New York, qu'on va redécouvrir grâce à Liza Minnelli et le film de Scorsese, 50 ans après avec Sinatra et tout. Et il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a donc les Noirs dans les plantations, et il y a les pauvres Blancs, les Blancs rejetés, ceux qui vivent dans les marais de Louisiane. Jazz, ça vient du mot jasser, qui est un français qui veut dire bavarder. Et quand Duke Ellington faisait des tournées encore en Amérique, avant de partir pour l'Europe, parce qu'il a moins de succès, il aimait bien écouter les chansons country en western. Alors ces musiciens se foutaient de sa gueule en disant « Pourquoi t'écoutes ces trucs ?» Il larmoie et disait « J'écoute les histoires. » Eh bien, il s'est passé un phénomène très étrange, c'est que ces gens-là ne gagnaient pas leur vie avec leur musique. Ils chantaient au coin de la rue, ils chantaient dans un bar, et puis un jour sont apparues ce qu'on appelait les partitions, c'est-à-dire la musique écrite avec les paroles. Et ça, il n'y avait qu'à New York qu'on savait faire ça. Et généralement à New York, ceux qui savaient faire ça, qui s'appellent George et Ira Gershwin ou d'autres, c'était souvent des Européens de l'Est. Alors ils faisaient ce qu'on appelait les arrangements pour que les différents instruments fonctionnent, ils perfectionnaient un peu, ils prenaient un succès country et ils en faisaient un succès noir, c'est arrivé. Ils prenaient un succès noir et ça pouvait devenir un succès country. Il y a des chansons, je sais pas, Summertime, qui est au départ une chanson blanche, hein. Pas du tout un truc de plantation, qui était une parodie blackface de chansons noires. Summertime, il y a 1500 versions connues par toutes les sortes de chanteurs possibles. Donc là, il y a une espèce de creuset. Si vous voulez, je prends toujours un exemple, c'est que si vous achetez... Alors, Duke Ellington encore était fou de colère quand il a été balayé avec son groupe, qui était le groupe numéro 1, parce qu'il dit « L'homme qui m'a dépassé en vente, il s'appelle White Man ».
ce qui veut dire homme blanc. Et White Man, c'était la Rhapsody in Blue. Et en tout petit, il y avait écrit en bas, arrangement George et Ira Gershwin. Maintenant, on a oublié White Man. Mais on se souvient de Gershwin. Et donc, il y a eu cette espèce de creuset, de magie, ces groupes de plus en plus nombreux qui étaient des groupes mixtes, mélangés, à partir des années 50, 60. À Harlem, il y a autant de noirs que de blancs qui vont. Moi, quand je vais voir les derniers concerts avant qu'ils rouvrent de l'Apollo Théâtre, avant qu'ils deviennent un cinéma, on va passer Cléopatra Jones, eh bien, je vois qu'il y a beaucoup de noirs, il y a des blancs. Et à l'Apollo, moi je suis dans mon coin, on n'est pas très nombreux quand même blancs, mais il y a deux noirs très baraqués qui me gardent ma place tous les soirs. Et il y en a un qui me dit, il y a un blanc ici qui a fait un malheur. Il y en a un seul. Hein. Il dit, il y en a deux, trois qui ont essayé. Il s'appelait Buddy Holly. Parce qu'ils avaient trouvé qu'il avait un truc, un machin, peut-être son look tellement blanc, avec ses grosses lunettes d'étudiant, et puis ses paroles formidables. Et tout d'un coup, il y a un changement. Et tout ça est sans fin. Tout ça est sans fin. La première musique en vente du monde aujourd'hui, même certains les plus jeunes d'entre vous connaissent, c'est la K-pop. La K-pop, c'est un pays qui a été colonisé par les pères, qui ont appris d'abord les chansons religieuses, qui après ont été colonisés par l'Amérique, et donc ont appris un peu de force des chansons américaines, et puis qu'ils ont retourné cul par-dessus tête, et qu'ils se sont mis à faire des succès fabuleux, c'est-à-dire fabuleux au niveau des ventes d'entrée, pas seulement, hein, il y a là-dedans des groupes extraordinaires, et on voit que le pays s'est mis dans un état pas pareil, pas possible quand on a annoncé les 2 ans d'armée du groupe BTS, puisqu'il représente 10% du chiffre d'affaires de la Corée. Bon, ils partent quand même à l'armée. Mais je dirais que le son de la ville dont on parlait tout à l'heure, le son des sirènes, le son de tout ça. Excusez-moi. Voilà. Ah ben on va trouver de l'eau là-bas. Oh là là, je fais le numéro du magicien qui arrête 2 minutes. Je fais le magicien qui arrête 2 minutes, qui fait semblant d'avoir soif pour créer un silence. Voilà, je bois. Tu parles trop, non, Jean-Pierre? Ah. J'ai une proposition à te faire. Voilà. Et je dirais que dans ces sons de la ville, eh ben, à New York, par exemple, c'est très nettement les sirènes de police, tout ça, qui sont très présentes partout. À Détroit, c'est le son des usines. Le pong, pong, pong. Et c'est dans la musique. À Chicago, la ville glacée, glaciale, où il y a un écho extraordinaire qui vient des Grands Lacs, la musique a plus d'épaisseur. Je dirais que la musique célèbre souvent la ville. Alors on peut toujours faire les 4 saisons de Vivaldi. Pierre-san, J'ai une proposition à te faire, Jean-Pierre. ピエールさんの今話はすごく面白い。ジャンピエールさんのね。で、マルク提案ね。Donc je t'écoute, Jean-Pierre, et c'est très intéressant. J'ai une proposition à vous faire, donc à toi et à Marc. 今の話すごく面白いから彼に脚本を書いてもらって僕らで映画作ろう。Comme Jean-Pierre dit des choses très intéressantes, je pense qu'il faut en faire un film. Et donc, il faut que Jean-Pierre, toi, tu écrives un scénario. Et nous, donc Marc et moi, il faut qu'on le réalise. つまりプロデューサーだ、脚本家。Et je pense que Jean-Pierre, t'es doué non seulement en tant que producteur, mais aussi en tant que scénariste. いや、そしたら相当面白い映画ができるよね。Et je suis sûr qu'on pourra faire un film intéressant. T'es pas d'accord, Marc? Tout à fait d'accord, même à 101%. Non. Alors oui. Et t'es d'accord, Jean-Pierre? Alors oui. Alors, s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Parce que un film dont on parle trop avant, il se fait pas. Ou quelqu'un d'autre le fait à la place. Il y a peut-être le plus grand des voleurs de
de films du monde. Scénario qui est dans la salle. Ouais. Hein, là-bas, ouais, voilà. ouais, ouais. C'est toujours lui là-bas. Ok. Donc vous n'en parlez à personne. Mais oui, c'est ça aussi qui vient des villes. C'est que on s'est habitué aux échanges. On s'est habitué à se dire que notre ville n'est pas la même, mais c'est une ville quand même. Et qu'on peut demain, oui, faire le Fantasia qu'on mérite aujourd'hui. Voilà. でもさ、今の話は内緒にするんだから、もうこれ以上都市の話をしちゃうとネタバラすからダメよ。Je pense que c'est vrai que si on parle trop d'un projet de film, ça se fait plus. Et donc, je pense qu'il faut pas parler davantage. Donc, je pense qu'il faut arrêter de parler de la ville maintenant. マルクどうもやって。Et t'es pas d'accord, Marc? Tout à fait. Mais alors, il y a quelque chose. Donc, nous avons préparé, on s'en rend pas compte, mais nous avons préparé ça. Oui, on a préparé, on a mangé. Entrée, plat, dessert. Mais en discutant comme ça à table, pour essayer de pas dire trop de bêtises quand même devant une foule adorée, on se parlait comme ça et on habite chacun à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et on a une passion commune pour un auteur français qui s'appelle Raymond Roussel et pour un livre qui s'appelle Locus Solus. Et c'est vraiment... Quand on a beaucoup d'admiration pour quelqu'un qu'on connaît qu'à travers un peu ses films, qu'on n'a jamais rencontré, et puis qui, à un moment, voilà, on le rencontre, c'est que ça, on devait se rencontrer quelque part, et qu'en même temps, tu dis, mais putain, il a les mêmes goûts, les mêmes envies, même quelque part la même culture. Et voilà, tu dis, ben voilà, on est des fois plus proche de gens très loin que de gens qui habitent juste à côté de chez vous, quoi. 僕もそう、全くそう。J'ai pensé exactement à la même chose. だから2人でロクスソロスをとにかく成功させよう。 Et je pense qu'il faut absolument que nous fassions le film Locus Solus. その時にもう一つ約束したのは彼がプロデューサーになると。Et ce projet-là, donc là, sur le film Locus Solus, je voudrais que Jean-Pierre soit producteur. そしたらやってくれるって言ったんだよね。 Et tu nous as dit que tu allais le faire, n'est-ce pas? 当然お金を集めてくるん Et ですよ。 donc ça veut dire que tu dois trouver tout l'argent qu'il faut. Oui, mais pas de problème. J'ai pas tout sur moi aujourd'hui, mais j'ai déjà l'amorce. On va vérifier. Oui, d'accord, 40. À vue de nez, j'ai déjà 60 €. Bon, c'est bon. Oui, c'est vrai. Alors, on a parlé de Locus Solus. Ça risque d'être difficile de trouver du pognon là-dessus. Et je crois que Locus Solus est plus connu à l'étranger maintenant qu'en France. Sûrement. Paradoxalement. Quand je parlais avec des écrivains américains de la génération de Jay McInerney, d'auteurs d'American Psycho et tout ça, ils disaient tous que pour eux, le plus grand écrivain du monde à ce moment-là, à cause d'un roman qui s'appelait Les Choses, c'était Georges Perec. Et Perec aussi, on le lit plus beaucoup. Mais quand il commence Les Choses par « Nous achetions des choses », eh bien, il ouvre... c'est plus le rêve d'avoir le robot ménager qui vient d'immédiat après-guerre ou la plus longue voiture ou tout ça, c'est le rêve d'avoir toutes les choses nécessaires pour remplacer on ne sait pas quoi, mais la perte de foi en quoi que ce soit, on va dire, et d'accumuler tout ça. Et bien Perec, il a une influence totalement mondiale. Là où le monde est beau, là maintenant, c'est que tout ça peut se porter par des individus en petite quantité, et on voit des auteurs qui ont eu de leur vivant un nombre confidentiel de lecteurs continuer à raisonner alors que d'autres disparaissent. Ça, c'est un peu la loi toute simple. Non, j'ai l'impression qu'on vit un moment, si on ne se laisse pas perturber totalement par l'événementiel au quotidien,
parce qu'en gros, entre aujourd'hui, hier et demain, il se passe assez peu de choses. Et si on le suit à ce moment-là et qu'on parle que demain matin, on perd la vue à moyen ou à long terme. Moi, par exemple, je serais très, très, très heureux de savoir ce qui va se passer sur Terre une fois qu'on sera débarrassé des colonies martiennes qui auront pris leur indépendance et qu'on sera allé ailleurs. Et je me dis que si j'ai l'occasion de devenir le tyran numéro 1 de la Terre, j'accepterai cette charge difficile. Je pense que je scellerai toutes les issues pour que la Terre ne soit plus habitable par l'humain, parce qu'on a dit que c'est la faute à l'humain, et ben je vais le prendre au premier degré. Je nous ferai vivre à l'intérieur. Et je pense qu'assez vite, on oubliera qu'il y a une surface au-dessus avec peut-être des animaux, peut-être pas, j'en sais rien, et qu'on se rapprochera du Soleil, qui sera en réalité le centre de la Terre, et que progressivement, on va créer un nouveau monde où certains deviendront bleus à cause du cobalt qui est à côté, jaune, vert, et on croira, comme au Moyen-Âge, on croyait que les étoiles, c'était joli pour faire plaisir à Dieu, eh bien, on essaiera de s'approcher du centre de la Terre pour voir le Soleil. Et c'est quand je serai votre tyran, alors vous n'êtes pas, ne craignez rien, il y a très très peu de risques. Mais je pense qu'il y a des milliards de possibilités. Par exemple, la vie souterraine, quelque chose qu'on a beaucoup évoqué à une époque, eh bien, elle existe en métropolis, elle existe dans tous les pays du monde. Il s'est créé des niveaux supplémentaires, des niveaux souterrains. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que quand dans certaines villes, on creuse en dessous, on trouve une autre ville. Et sous cette autre ville, on trouve une autre ville. Alors les Chinois appellent ça les épines du dragon. Ils disent qu'il y a des endroits qui correspondent à un endroit magique, qui sont le dos du dragon, et qu'à cet endroit-là, on fera toujours la ville. Nous, on appelle ça les lignes de lait, où on dit que ce sont des... Voilà. D'accord, d'accord. Marc. Oui. Hein, quoi? 今の話を聞いてると、プロデューサーちょっと難しいな。細かすぎて。Je ne sais pas maintenant si c'est une bonne idée de demander à Jean-Pierre de produire notre film. Non, 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 mais là je raconte n'importe quoi. Mais je raconte n'importe quoi parce que... Alors je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que si ça se trouve, il y a parmi vous des gens qui ont une idée très précise de la ville, mais alors il aurait fallu qu'il y ait des micros dans la salle, on n'en a pas. Ouais, parce que là, il reste plus une petite demi-heure. Si vous avez des questions à poser, je ne sais pas si on y répondra, mais vous pouvez essayer. Ouais, on peut essayer. Mais c'est pas évident. Est-ce que quelqu'un a un message vraiment important? Quelque chose? Ah, je vois quelqu'un. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver un micro pour que la personne qui lève le bras là-bas, que j'aperçois, ou... Là, il y a des micros, là. Oui, il y a des micros, mais ils sont peut-être pas assez grands. Qui vont pas assez loin. Voilà, ça y est. Il faut que tu boives, Jean-Pierre. Ouais, on va trouver un système. Ah, on fout la merde, là. Pardon, excusez-moi, on fait le caca. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre cité idéale, votre cité utopique? Ah oui. Bonne question. Bonne question de l'interlocutrice. Est-ce que M. Rintaro, c'est sur lui que ça va tomber d'abord, de gauche à droite, a une idée de sa cité idéale? Et c'est moi qui dois répondre en premier à cette question? Eh oui. いや、僕はね、理想の都市っていうのは自分が住みやすいとかそういうこと以前にこれからの未来のことを考えて面白い都市を想像してるんです。Alors, la cité idéale, alors je ne sais pas trop, mais en tout cas, je pense pas juste pour moi, par exemple, je ne pense pas au confort personnel, mais je pense plutôt donc au futur, une cité donc plaisante. でもちろんさっきからずっと聞いてる中で
に触れることになるんですけど、人間が住みやすいか住みにくいかはとりあえず置いといて、非常にこうファンタジーあるいは想像力ということを中心に考えたときに、さっきピエールさんがずっと言ってきた都市の変化、歴史とともに都市がどんどん変化してきたじゃないですか。で、人間はその中でそれに準じながらこう生きてきた。でも僕が思うには、都市はこれから動く都市。猛然都市っていうのは固定されてるんですけど、これは SF っぽいんですけど、動く都市、これから都市がどんどん動いていくんじゃないか、そういうのを僕は想像するし、そういうものをできれば作ってみたいし、見たいとは思うんです。本当に都市が動いていっちゃう。Et donc peut-être ça. Enfin, on a vu un peu donc grâce à Jean-Pierre, on a un peu vu tous les cas de figure des villes, de la création des villes, l'évolution des villes et aussi donc l'évolution de notre vie en fonction de celle de la ville. Et je pense que, enfin donc j'ai pas vraiment d'idée pour la cité idéale, mais en tout cas je pense à une cité dont je rêve, donc plutôt donc ça c'est une ville qui se déplace, qui est itinérante, donc qui est toujours en mouvement. Donc je ne sais pas si c'est la cité idéale, mais en tout cas la cité dont je rêve, c'est ça. Donc c'est une ville qui est en mouvement, qui se déplace. これは僕が考えたわけじゃないですけど、一つヒントがあるんですけど、もうどのぐらい前だろう、10年以上前だと思うんですけど、イギリスの SF 作家が書いた本に「動く街」というのがあるんです。Alors, en fait, j'ai pensé en écoutant votre question, j'ai pensé à un roman de science-fiction que j'ai lu il y a peut-être une dizaine d'années, un roman anglais. Alors, je ne connais pas le titre en français, mais en japonais en tout cas, La ville qui bouge. Ça veut dire quelque chose? Pardon? Le monde inverti, non? Le monde inverti. C'est pas ça? C'est une ville qui est sur un... Oui, c'est ça. Devient de plus en plus étirée. 機械で、実は機械でできてて、et en fait la ville est faite d'une machine et des novices. だから伸びていったかどうかちょっと記憶がないんだけど、まあ少なくても例えば話をすると一人の少年が主人公なんだ。Alors le protagoniste est un jeune garçon. その主人公が自分の住んでいる町がどうも何か違うと言って、まあそれに目覚めていくんですね。動く町ですか？動き町。Et donc ce garçon il est pas satisfait de la ville où il vit et 具体的なちょっとタイトルがねよく思い出せないんだけど、テーマとすれば機械で動く街なんて、街そのものが機械で動いていく、移動していく、伸びるんじゃなくて移動していくんです。C'est pas donc une ville qui s'étire, mais c'est vraiment une ville qui bouge, donc qui se déplace. Je cherche, pardon.そうです。Oui, c'est ça, oui. Mortal Engine. Oui, c'est ça, Mortal Engine. ありがとうございます。Merci. つまりそれで街が動いてる。Et donc cette ville faite des machines se déplace. でそこから想像していた時に、例えば僕は新宿でさっき話した高層ビルがどんどんできていく。それを非常にマルクさんと同じですよ。現実をイマジネーションに持っていった時に、その街が社会とともに移動していく、人間がそれによって変わっていくっていうのを
描いてみたいなと思ったんです。Et donc j'étais très attirée par cet univers, donc par cette image de la ville, évidemment donc imaginée, et la société et la vie des êtres humains, donc la vie des hommes, change aussi en fonction du déplacement de cette ville. Et j'aimerais bien donc l'adapter à l'écran. だからジャンピエールさんの質問のあれに関わるんですけど、現実生きている僕の現実というのでは現実の街があるんだけど、僕の中に重要なのは常にいつも現実とここに非現実というのがあって、現実を見てるんだけど僕は実は非現実でものを見ているっていう、そういう意味でのさっきの質問に答えれば、僕の未来の都市というのは動く都市です。Et en fait, donc je vis dans une je vis donc dans une ville évidemment qui existe réellement, mais en vivant dans cette ville, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir une autre vie, donc de fiction, et donc je vois une autre ville dans ma tête, donc dans mon imaginaire, donc dans des images fictionnelles, et dedans donc j'ai l'image de cette ville qui se déplace. でそれはなぜかというと、僕は東京に住んでると東京は毎日のごとく変貌していくんですね、街の姿が。でそれはなぜかといったら、例えばフランスなんか見ると文化とすれば石の文化ですよ。それから一方には砂の文化って砂漠とか、でも日本は木の文化なんです、基本は。すると木の文化っていうのは簡単に壊して翌日違うものを建て替えられるっていう、日本の文化っていうのはそういう形で文明というのは進んできた。Alors peut-être la vision de la ville est très différente selon l'endroit où on vit. Moi, je vis donc dans la ville de Tokyo. En fait, le Japon, c'est la culture de bois. Par exemple, en France, c'est la culture de pierre, puisqu'on construit des bâtiments avec la pierre. Et il y a d'autres civilisations dans lesquelles on construit des bâtiments. Enfin, on ne construit pas, mais on vit donc au désert, donc la culture de sabre. Mais moi, donc, je vis dans cette culture de bois, c'est-à-dire que les matières sont fragiles, donc on détruit et on reconstruit, donc on répète ça, et du coup le paysage change très régulièrement. Donc du coup, la vision de la ville d'un homme qui habite à Tokyo doit être forcément différente de celle de quelqu'un qui vit dans des cultures de pierre, par exemple. それを僕は抽象的に動く街、動く都会、動く都市ということで、なんかイマジネーションをかき立てられるっていうだけですね。Et en tout cas, voilà, donc pour moi qui vit dans ce type de culture, une ville qui se déplace m'attire beaucoup. はい、以上です。Voilà. どうぞ。Maintenant, à vous. Mais par exemple, quand M. Rintaro nous parle des villes, je dirais que Paris, par exemple, et Nantes, on sait quelque chose parce qu'on n'est pas très loin que ça. C'est aussi une ville de passage. Moi, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à traverser Paris uniquement par les passages, comme le passage où il y a le musée Grévin, comme le passage suivant et tout ça. Et vous allez visiter une ville totalement différente. Vous allez croiser des rues où tout le monde va tout le temps, mais vous pouvez traverser toute la ville par ces passages où il y a souvent des boutiques complètement improbables. On se demande même comment elles sont encore là. Elles sont souvent fermées d'ailleurs, ou alors on y vend des tuniques russes qui n'ont pas changé depuis 20 ans et on ne voit jamais de clients. Et tout d'un coup, on a une vision à côté. Bon, on va parvenir. Et là, ils vont avoir encore moins de clients. Hein. Voilà. Non, mais en fait, c'était la vision qui était dans le livre de Nadja de André Breton, qui voyait, lui, des choses précises comme la Tour Saint-Jacques, et qui disait c'est un endroit plus chargé qu'il apparaît et tout. C'est-à-dire que la ville, il y a des milliards de manières de la découvrir. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, comme je suis un peu itinérant, comme certains d'entre nous ici, c'est que souvent quand on a habité longtemps dans un quartier, on croit le connaître.
Et quand on le quitte, on découvre au dernier moment qu'on ne le connaît pas tout à fait. Qu'il y a encore des coins qu'on n'a pas vus, qu'il y a des allées qui nous mènent derrière à un autre endroit, qui nous mènent à un autre lieu. Il y a même des endroits qui ne sont pas cartographiés à Paris. Je me souviens de Thierry Jonquet qui avait découvert qu'il y avait des passages qui donnaient dans des cours intérieures, qui étaient couvertes avec de la brique, de la tôle et tout, donc on voyait rien. Mais pour arriver à cette cour intérieure, il fallait passer par un immeuble à moitié démoli pour arriver là-dessus. Alors, vous me direz, par satellite, on sait tout? Non. En satellite, on voit qu'il y a un grand toit. Mais on ne voit pas qu'au milieu, il y a une cour où il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas d'adresse. Ça existe encore. C'est Umberto Eco qui avait montré le plus bel immeuble de Paris, qui est un immeuble haussmannien, totalement vide, parce qu'il servait à aérer le métro de Paris. Donc, ils avaient fait l'extérieur d'un immeuble, et dedans, c'était des grands ventilateurs. Donc, ouais, tout est possible. Alors maintenant, on va demander le point de vue de Caro, qui se tait, il se planque là. Moi, je rejoins un petit peu Rintaro, et toi aussi. Il y a un côté comme ça, ma ville utopique, c'est un peu le nomadisme. C'est vrai que moi, mes parents étant forains, j'ai vécu beaucoup en caravane et tout ça, et donc j'ai ce besoin de bouger, d'être avant la création des villes, quoi, finalement, de se déplacer comme ça, et je pense que c'est un petit peu cette concentration urbaine. Je ne sais pas si c'est une si bonne chose que ça. Moi, je préfère, voilà, encore comme tu disais, prendre les chemins de traverse, l'école buissonnière, etc., et d'aller un peu voir comme ça pas se poser et puis construire des trucs, voilà, qui sont pas si intéressants que ça, finalement. Oui, alors, on va peut-être prendre le risque de demander... Oh là là, oui, il y a un client. Oh là là, il y a des clients. Alors, j'en vois au moins un là-bas. On va voir ce que va nous dire... non, c'est pas le maire de Paris, ni la maire de Paris. On va voir. Oh, on écoute. Bonjour, merci déjà. Un peu à l'instar de la question qui vient d'être posée, je me demandais... Vous avez travaillé sur des villes qui sont un peu tentaculaires, pleines d'immeubles, de néons. Vous, Marc Caro, vous avez travaillé sur des imaginaires un peu suintants. Ma question, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé sur des imaginaires qui sont plus boisés, plus des villes entre justement les avancées technologiques et la densité de population, et justement un espèce de retour à la nature? Alors, personnellement, j'ai travaillé sur un projet où c'est une adaptation de Kafka, d'une nouvelle de Kafka qui s'appelle Le Terrier. Et c'est un terrier, mais c'est avec toute une technologie un petit peu organique, quoi. Voilà. Donc ça rejoint avec beaucoup de choses faites avec les nœuds, avec des pièges pour se protéger, tout ça. Donc c'est pas urbain. Ça revient plus au bois, à la terre, à des choses vraiment entre guillemets plus naturel, parce que je suis quand même dans un univers un petit peu fantastique, mais voilà, c'est ma seule petite incursion là-dedans. Autrement, c'est vrai que je suis un petit peu, j'aime bien les boulons quand même. J'ai un côté Jules Vernien, je suis nantais, hein, donc j'aime bien les boulons, j'aime bien la Tour Eiffel. Voilà, donc. Mais j'ai croisé il y a pas longtemps à Mérignac Luc Scuiten, qui est le frère de François Scuiten, dessinateur de bande dessinée, et il m'a montré un livre, puisque lui c'est un obsédé depuis toujours des villes végétalisées. Ok. Il a quand même réussi à bâtir une douzaine d'immeubles à Bruxelles qui sont non pas avec des plantes ajoutées, mais construites parfois autour d'un arbre très grand.
et la maison procède autour de l'arbre. Alors il m'a montré une maison magnifique où à partir des branches de l'arbre on avait mis une fois des panneaux solaires, d'autres fois des systèmes d'aération basés sur des branches et tout, etc. Et je lui dis mais ça fait combien de temps qu'elle est construite cette maison? Il me dit bah ça fait 25 ans. Je lui dis bah oui mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah l'arbre a poussé alors on a surélevé le toit. Et j'ai trouvé ça super. Alors, c'est des expériences complètement isolées. Je me souviens de 2 immeubles végétalisés à Paris où tout l'extérieur était fait en plantes comme ça et tout. Ils n'ont pas été très bien entretenus. Peut-être que c'est compliqué pour les plantes, parce que la théorie est magnifique, mais le sens pratique par rapport au gaz d'échappement, par exemple, moi j'en sais rien. Oui, on a cette tentation de vouloir... Alors d'abord, j'aime pas le terme végétalisé parce qu'on a d'abord détruit d'innombrables jardins. Et puis maintenant, on dit qu'on va les végétaliser. Et moi, je dirais qu'il fallait pas couper les arbres déjà. Hein. Les jardins ouvriers, ce rêve magnifique né du Front populaire, qu'on est en train de détruire d'ailleurs à Paris. C'est quelque chose de plutôt bien. Les gens, il y a toujours eu des résistances. Je me souviens que quand j'étais assez jeune, j'habitais vers la Bastille à Paris, qui est un quartier où souvent on prenait les étages tout en haut. Vous savez, ceux qui sont sous le zinc. Donc en hiver c'est glacial et l'été c'est bouillant. Et on avait presque tous des grands balcons où on faisait pousser nos herbes, nos trucs, etc. Souvent, les mecs faisaient pousser de l'herbe tout court. Hein. L'herbe... Non, pas moi. L'herbe qui fait rire. Mais oui, il y a cette tentation. Il y a cette envie. En fait, tout est possible. Ce que je vois, c'est qu'on est encore, et moi j'ai très peur pour la ville de Paris, parce qu'avec les Jeux Olympiques, j'ai vu ce que ça fait à Barcelone. On détruit facile. Alors quand on en parle à un Américain, de toute manière, c'est pas un problème. Les Américains, pour eux, tout ce qui est vieux est démolissable. Alors vous allez, en 10 ans, vous dites, mais si Bob il avait 100 ans, il fallait bien le remplacer. Ici, on a quand même des repères. Et je me souviens, un jour à Milan, d'être tombé sur un texte d'un futuriste italien. Alors les futuristes, il y a eu les futuristes russes et il y a les futuristes italiens. Les futuristes italiens, ils ont eu mauvaise presse parce qu'on a dit qu'ils avaient rejoint beaucoup Mussolini. C'est pas vrai. Une partie ont rejoint, puis les autres ont hélas subi Mussolini. Mais lui était absolument persuadé que la cathédrale de Milan, avec tous ses dômes et tout, était en réalité une fusée destinée un jour à s'envoler vers l'espace et qu'il suffisait de rajouter les tuyères en dessous. Et ben, c'est pareil comme l'église de Gaudi. Hein, la cathédrale voilà, de Gaudi. et quand je pense à Sagrada Familia, je me dis, ça ferait une super belle fusée. En fait, ce qu'on vous raconte, c'est des rêves de ville. Là, vous nous ramenez au réel. Et vous avez raison, parce que ce qui est bien en ville, c'est que chaque initiative fonctionne. Quand on parle d'initiative globale, j'y crois guère. Quand on dit tout le monde maintenant doit baisser le chauffage d'1 degré et absolument d'avoir une tulipe devant la porte, ce qui veut dire qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il fallait plus de gasoil. Bon, ça, ces trucs-là, j'y crois pas. Mais moi, je vois des quartiers enchanteurs et enchantés. Je vois des quartiers désenchanteurs et désenchantés. Je vois qu'il y a des villes qui renaissent, qu'on croyait mortes parce que l'industrie était morte. Je pense à Clermont quand Michelin est mort. Plutôt quand les pneus Michelin se sont arrêtés. Ça a été un désastre, c'est arrivé dans plein de villes. Je vois d'autres... Tourcoing-Maubeuge et tout ça, c'est... Hein, Tourcoing-Maubeuge, là aussi c'était des usines. oui, voilà, alors il y a ces villes qui ont été détruites, qui parfois renaissent avec les universités. Il y a d'autres villes qui renaissent pour d'autres saisons. Le réchauffement climatique va amener des changements négatifs, certes, mais positifs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui étaient considérées comme des villes glaciales et où les mecs me disent là, c'est l'été en ce moment. En fait, on ne connaît absolument pas demain, mais vous avez ici 3 incompétents total sur vos questions précises. Nous, on vit dans la ville d'à côté, avec le regard d'à côté,
Et donc, on voit une ville qui existe peut-être pas, mais c'est celle qu'on voit. Mais je suis sûr que vous aussi, c'est pareil. C'est comme de retourner sur les lieux de son enfance. On voit pas la même ville. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un veut poser une autre Alors, question? il nous reste 6 minutes. Alors, il faut absolument que vous nous ameniez une fin, mais brillantissime. On compte sur vous parce que, bon, là, on est un peu paresseux, on ne sait pas quoi dire. On n'a pas été très brillant, on excuse. On a plus mangé que préparé. Alors... moi, je voulais revenir sur justement les villes qui bougent et qui marchent parce que je trouve ça hyper intéressant que vous l'ayez réévoqué. Justement, ça me fait penser au projet de Heron, qui est un designer des années 70 sur les walking cities. Et vraiment, c'était le principe d'une ville qui roulait, marchait, et tout le monde aurait habité dans ces villes. Et en fait, c'était des projets architecturaux des années 60-70 avec plein de nouvelles idées utopiques sur le fait d'habiter et le fait de se déplacer. Il y avait aussi plein de projets sur des espèces de tours où chacun habiterait dans un espèce de pod et on pourrait les déplacer de ville en ville. Elles se seraient déplacées, je ne sais plus trop comment ils avaient imaginé ça, mais en tout cas, on aurait pu se greffer sur d'autres villes. Et justement, les walking cities, donc vraiment les cités qui roulent, c'était surtout des dessins et des textes, en fait. Et justement, ça m'a fait penser à est-ce qu'il y aurait des villes en dessous de ces cités qui marchent, ou carrément encore d'autres villes et ça roulerait par-dessus. Enfin, il y a tout un truc de pont, voilà. J'ai la question, j'ai pas compris la question. Moi non plus, mais on va quand même essayer d'y répondre. Mais je pense que ce qui serait super malin, c'est de mettre tout ça sur rail. Comme ça bougerait. Et on pourrait avoir différents niveaux de rails et faire bouger un peu toutes les villes, tu vois, qui s'imbriquent, etc. Peut-être ça pourrait être une solution. Oui, et puis vous venez de me faire penser à Einstein, qui n'était pas un imbécile, c'est connu. Lui, c'était le type qu'il a voulu rencontrer de son vivant, qui l'intéressait le plus, c'est Buckminster Fuller. Parce qu'il trouvait que les villes-dômes de Buckminster Fuller, qui sont très simples à construire, qui peuvent durer très longtemps, qui ont énormément d'avantages, eh bien, elles ont disparu depuis. Or, ces espèces de dômes à peu près parfaits à tous les niveaux, au niveau écologique, au niveau aération, au niveau tout, etc., c'était plus qu'un rêve, c'est-à-dire qu'il a inventé quelque chose de prodigieux. Buckminster Fuller, il a fait un manuel... comme quoi la planète Terre était un vaisseau spatial. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, est-ce que la Terre... bien sûr, et Buckminster Fuller a peut-être raison, et peut-être qu'au lieu de se déplacer sur rail, eh bien, peut-être qu'on va commencer à travailler aux tuyères de la planète Terre, et qu'on va commencer une croisière, pas de luxe, puisque nous sommes tous à bord, une petite tournée des galaxies avec buffet à volonté. Là, on parle à quelqu'un qui s'y connaît quand même parce qu'il a fait Galaxy 999. Voilà. Alors on va le laisser conclure parce que lui, sur les villes qui partent dans l'espace, il est le roi. Et les choses en mouvement comme ça. Hein. 最終的に結論となるような一言で締めてもらいたいですね。そこまで来るともう結論をしようがないんだけど話が。Après toute cette conversation, je ne sais pas du tout comment conclure cette rencontre. ただ今みんなで話したことの総合で言えば人間社会ってもう来るとこまで来ちゃったんだと思うんです。まずは言ってください。そして来るとこまで来た中でみんなそれぞれもがいてるっていうのがあって。じゃあここから先どうするんだいくという時に僕は思ったのは動く都市っていうことで動いていっちゃうことでもう今までの人間の社会の概念を全部概念じゃ通用しないそういう社会ができた時に初めて人間は今までの歴史を全部振り返りながら目覚めて新しい人間像が生まれるんじゃないかとこれも勝手な想像ですよ。
そういうように思ってます。Après, donc on a vu vraiment, donc on a parlé des villes existantes, des villes imaginaires, des villes dont on rêve, mais quand on regarde notre société, donc la société actuelle de l'humanité, j'ai l'impression qu'on est arrivé, mais vraiment au bout de quelque chose, et il faut un changement radical, et c'est comme ça qu'en fait j'ai pensé à l'image donc de la ville qui se déplace, c'est-à-dire avec des notions très différentes. Je pense qu'il est temps de vraiment de se remettre en question sur toutes les notions d'aujourd'hui, et il faut une sorte de renaissance aujourd'hui. で、まあ今言われた通りに999はどっかへロードムービーで向かうんだけど最終的には地球へ戻ってきちゃうんですね、あの話は。でも今僕が言おうとしてるのは、もし列車だとすると延々終着点のない列車に乗って一生人類はロストムーなんだろうなんていうのロードムービー一生ロードムービーを人類は行くんじゃないかな、そういう時代にもしたら入るのかもしれない。それは人間にとって幸なのか不幸なのかわからない。今自分の現在の概念で言えば不幸かもしれない。その当時にもう生まれた育った人はそれはもう別の生き方なんだろうと思ったりする。Alors, comme vous avez dit, c'est vrai, j'ai réalisé un film qui s'appelle Galaxy Express. En fait, dans ce film, donc le train part dans l'univers, mais il revient sur Terre. Et c'est un road movie pour moi. Mais quand je pense à notre humanité, je pense que c'est un road movie avec le train qui ne revient pas sur Terre. Ça veut dire que c'est une vie qui continue et qui ne revient pas au point de départ. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de heureux ou malheureux, mais en tout cas notre humanité continue à marcher en avant. 少なくてもここにいる3人はその列車には乗れなくて乗り遅れて死ぬだけです。Et je pense que nous les trois sur scène, on est des ratés, donc on a raté ce train, donc je pense qu'on n'est pas dans ce train qui avance. On a raté ce train, mais c'est pas notre faute, parce que on peut dire que le 19e siècle et le 20e siècle, c'est la fin d'un millénaire et c'est le même siècle, parce qu'au 19e siècle, on rêve beaucoup de choses qu'on réalise au 20e, qui est cette fameuse société industrielle qu'on invente au 19e, qu'on pratique au 20e. Donc nous, on est le bout de course d'un truc qui est né on va dire en 1823 avec Frankenstein. Et moi, je compte sur ceux qui arrivent maintenant, et j'en rencontre pour qui ça c'est c'est du passé, et qui eux peut-être vont pas du tout avoir ça dans leur sang qui vient nous peser, nous alourdir. Le train, parce que moi je serais plutôt piéton, donc c'est le seul truc qu'on pourra pas te prendre, quoi. Le train, il peut y avoir des grèves. Tu crois pas du tout, toi, que les nouvelles générations vont peut-être trouver des solutions toutes simples et radicales en balayant nos croyances qui sont en nous. Tu dis, oh bah ouais. Alors, moi, si, je suis quand même d'une génération où je crois et je pense qu'un jour, nous aurons la téléportation. Mais le reste m'intéresse quand même moyennement. Alors moi aussi. Uber évidemment. Ou les trucs comme ça m'intéressent moyennement, quoi. La téléportation. Moi aussi. Ouais. Et puis des fois, je me dis que peut-être qu'on doit laisser la place. Je pense que si les androïdes et tout ça s'auto-perfectionnent et tout, ils peuvent et qu'ils acquièrent la sensibilité, puis qu'ils peuvent apprendre. Peut-être que ça va être notre tour de laisser la place. Et moi, je vois pas pourquoi les androïdes ne seraient pas plus intelligents, plus sages, plus calmes et plus que nous. Peut-être qu'on va être les dieux de quelque chose qui va nous dépasser. Quand on a peur des androïdes, quand on a peur des robots et tout, moi, j'ai pas vraiment peur, parce que je me dis, comme ils apprennent, si ça se trouve, ils vont devenir plus que nous,
mieux que nous, pas forcément des machines à calculer à toute vitesse comme on l'imagine encore. On a ouvert la porte à quelque chose. Moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Par contre, je connais beaucoup de jeunes gens qui me disent on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Et savoir ce qu'on ne veut pas, ça provoque des fois d'immenses bouleversements et ça tâtonne, mais des fois ça aboutit à quelque chose. Je pense que dans l'ensemble, le monde où on vit est un peu vieux, peut-être pas dans les rêveurs, parce que les rêveurs sont toujours des gamins de 3 ans, mais au niveau des gens qui décident de tout ça, nous vivons dans un vieux monde fait par des vieilles gens ou des jeunes gens éduqués par des vieilles gens qui prennent pour acquis ce qu'on a fait depuis 200 ans comme définition. Eh ben, on a changé de millénaire, il faudrait qu'on change vraiment de millénaire. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je vais laisser, je pense que Marc Caro sait mettre le mot fin. Alors, Marc Caro, met le mot fin. 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 Coupé. Et très bien, coupé.